allez bien. Aujourd'hui, il est temps que je vous présente mon bilan du mois de novembre. Ouais, normalement je pensais faire ça avant que le winter, mais voilà, la situation a fait que je n'ai pas du tout eu le temps pour ça. Donc je rattrape mon retard, ça y est. Et je vous avoue que je vais essayer de faire un maximum d'efforts parce que vous le voyez, je suis complètement épuisée sur les rotules, etc. Dû à ma grossesse, au fait que vraiment j'ai des insomnies depuis des mois et des mois. Et donc c'est pas toujours évident de me concentrer honnêtement maintenant sur mes lectures, surtout que j'en ai pris certaines, pour ne pas la citer, qui demandaient quand même pas mal d'efforts au niveau concentration intellectuelle, etc. Donc je vais vraiment faire tout ce que je peux pour être la plus complète possible. Voilà, de me rappeler un maximum d'informations aussi, etc. Et donc on va attaquer tout de suite justement avec ce premier bouquin. Et donc, j'ai lu dans de merveilleuses conditions cette énorme brique qui fait un truc genre 800 pages passées, comme ça, ouais, quasiment 900, écrit en tout petit. Je l'ai traîné pendant, j'ai l'impression, des siècles, honnêtement. Donc voilà, donc je n'ai pas de résumé voilà, à vous proposer spécialement dessus puisqu'il s'agit du tome 3, qu'on nous dit juste: dans un pays où les 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins cherchant à venger des forces qui ont détruit sa famille. Donc on parle bien de Mia, c'est vraiment une petite introduction limite du tome 1 plus que du tome 3. Et je vous avais dit que le tome 1 et 2 avaient été d'excellentes lectures, le tome 2 vraiment avait frôlé le coup de cœur. Et celle-ci, honnêtement, c'est vraiment parce que je l'ai étalée pendant longtemps que du coup j'ai un peu moins apprécié ma lecture. Je pense que je ne l'ai pas forcément lu dans les meilleures conditions du monde, malheureusement. J'avais vraiment envie de le lire cet automne, j'avais envie de les lire avant l'arrivée de mon bébé, etc. Parce que c'est pas le genre de lecture après qu'on peut passer facilement. Mais clairement le système de un livre par mois a fini par avoir un peu ses limites, je vous disais, par rapport à mon petit cerveau de grossesse. Et donc voilà, la conséquence c'est que oui, je l'ai traîné pendant un petit moment. Et donc quand c'est comme ça en fait, plus je traîne ma lecture et moins je l'apprécie. Je pense que ça aurait pu être un coup de cœur en dehors. Sinon voilà, ça a été une très bonne lecture dans tous les cas. Je vous recommande toute cette saga dans tous les cas. Même si je suis en train de me dire que je sais pas si je l'aurais d'office mis un coup de cœur. Je l'ai moins apprécié que le tome 2. Donc globalement je crois que je l'ai mis 17 sur 20 celui-ci sur Libre Addict. Et parce que quand même 2-3 trucs qui m'ont un peu dérangée. Il y avait un triangle amoureux. C'est pas honnêtement ma tasse de thé habituellement, donc voilà, j'étais pas hyper friande de toute cette partie là. Déjà qu'une des deux personnes concernées, enfin une des 3 personnes concernées, voilà, je trouvais que sa relation avec Mia, notre personnage principal, était déjà basée sur un truc un peu bancal. Mais bon, soit je m'étais plus ou moins faite, mais du coup de taper ça en plus avec un triangle amoureux, etc. J'étais pas hyper convaincue, donc toute la partie vraiment romance ne m'a pas spécialement intéressée et était plus développée en fait dans ce tome. De même que dans ce 3e livre, il y a aussi plus de scènes un petit peu olé spicy, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est pas forcément ma tasse de thé, voilà, je suis pas hyper friande non plus de ce côté là. Et surtout, je trouve que ça n'apportait pas grand chose en fait en plus dans le récit. Et souvent c'est ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression que c'est des chapitres entiers ou des passages en tout cas qu'on pourrait juste baquer pour aller plus vite, pour donner plus de rythme. Parce que dans ce tome-ci, il y a quand même pas mal de longueur. Alors heureusement pour moi, J. Christophe fait quand même une bonne partie au début de récap sur ce qui s'est passé, de où en sont les personnages, etc. On prend vraiment à la fin du tome 2. Donc pour ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'applaudis toujours les auteurs qui font ça. Mais au-delà de ça, il y avait quand même d'autres longueurs du coup dans le livre. Et je trouve que toute cette partie amoureuse, etc. Voilà, a amené encore en plus d'autres longueurs, en plus de certaines descriptions, de certains déplacements, etc. Donc pour toute la partie voilà, romance, c'est pas que c'est ce que j'ai préféré dans ce tome en tout cas. Par
contre, j'ai été très étonnée de plusieurs aspects dans ce bouquin, enfin dans cette brique. Tout d'abord, je ne m'attendais pas. Si, on m'avait prévenu, mais je ne voyais pas du tout comment on allait amener tout un côté de piraterie, on va dire, dans ce tome, dans cet univers. Et finalement, ça a été assez fluide, ça avait du sens, etc. Mais ça m'a tout de même surprise, même si ma meilleure amie m'en avait déjà un peu parlé. Donc voilà, j'ai bien aimé cet aspect-là. Je sais pas pareil si j'étais vraiment dans un bon mood pour ce côté de piraterie, parce que d'habitude je lis ça en plein été et pas en fin d'automne, début hiver. Donc au final, c'était pareil, pas gagné d'avance, mais ça par contre j'ai bien aimé. Et alors forcément, ce que j'ai adoré dans ce tome, c'est toujours l'évolution de Mia, que j'adore comme personnage. Vraiment, c'est la pépite de cette saga. Elle est hyper badass, elle est assez bien construite, même si pareil, c'est pas le perso le plus construit de toute ma bibliothèque. Donc voilà, vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé son évolution sur les 3 tomes. Elle m'a touchée plus d'une fois par rapport à ce qui lui arrivait, etc. Je restais pas de marbre. Donc pour ça, c'est un gros plus forcément vu que c'est l'héroïne. Et surtout, dans ce tome-ci, il y avait tellement de révélations. Alors j'avais encore 1 milliard de questions dedans, mais je pense honnêtement que J. Christophe a réussi à répondre à toutes, voire même à plus que ce que je m'étais posé, et c'était déjà franchement pas mal comme défi à relever pour le dernier opus. Et vraiment il y avait tellement de révélations, de retournements de situation, de décès. Forcément on est un peu pareil dans une optique, une dynamique où il y a un peu la Game of Thrones, où il y a des décès un peu partout, faut pas trop s'attacher à certains personnages, etc. Donc voilà, donc pour tout ça, franchement j'ai été gâtée, ravie, enchantée, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, ça c'est un gros pari relevé. Et voilà, il y avait plein de questions, donc forcément je peux pas entrer dans les détails des réponses, mais concernant les dons de Mia, pourquoi il y avait un chat ombre qui l'accompagnait, pourquoi c'est une enténébrée, qu'est-ce que ça implique, etc. Pourquoi dans l'univers il y avait ces 3 soleils par exemple. D'ailleurs je trouve que le titre ici c'était L'aube obscure, était franchement très bien choisi pour ce 3e tome. Et donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses que je voulais encore connaître, apprendre, savoir, etc. Et l'univers pour ça, il a vraiment répondu, enfin l'auteur il a vraiment répondu, et l'univers s'est vraiment agrandi encore et approfondi davantage au sein de ces 900 pages. Et encore franchement, vu la taille de l'écriture, on pourrait mettre 1000 pages pour d'autres. Donc clairement, il y avait de l'espace pour répondre à tout ça, mais c'est chose faite, et du coup j'en suis absolument ravie. Et alors pareil, dernier point, mais concernant la fin, je ne peux pas en parler. Mais Seigneur, elle était épique. Elle était épique. Autant, j'avais déjà dit, il y avait des cliffhangers, etc. au tome précédent. Autant celle-ci, elle m'en a mis, mais vraiment plein les yeux. C'est une dont je vais me rappeler, je pense, pendant assez longtemps. C'était très... Je sais pas si c'était la plus visuelle, mais en tout cas, c'est une que j'ai eu... pas trop de difficultés justement à me représenter au niveau visuel, et que je l'ai vraiment vue comme toute une scène qu'on pourrait voir en série, au cinéma, etc. Ce qui est quand même relativement rare quand je lis. Souvent c'est plus des moments de flash que vraiment toute une trame continue, et ici ça a été vraiment le cas. Donc voilà, c'est pour dire à quel point ça m'a marqué, et je pense que pour le coup ça m'a marqué pendant longtemps, même s'il y a tellement d'éléments qu'à mon avis j'ai déjà oublié entre temps, parce qu'il y avait quand même un gros condensé d'infos sur toute la trilogie. Mais voilà, en tout cas sachez que ça y est, ils sont terminés, même si ça m'a pris du temps, et que je suis très heureuse de les avoir lus, et que je vous les recommande toujours chaudement, tout simplement. Ensuite, qui dit mois de novembre, dit l'armistice. Et pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez sans doute. Ici, si vous me suivez depuis 1 an peut-être aussi. Mais à l'occasion de l'armistice, chaque année, je lis un livre en lien avec soit la première ou très souvent la Seconde Guerre mondiale, pour faire un peu mon devoir de mémoire à moi. Alors au début je me tournais plus vers des grands titres, quitte à ce que ce soit du jeunesse, puis après je voulais des livres, peut-être les derniers sortis pour l'occasion ou quoi. Et puis finalement pareil, au fur et à mesure des années,
l'envie qui est revenue le plus, c'était d'avoir des récits authentiques d'autobiographie ou vraiment au niveau documentaire, des essais ou des choses comme ça. Voilà, où je cherchais vraiment à en apprendre davantage, à avoir de l'information, du coup avoir des livres plutôt contemporains ou quoi, des récits de vie ou ce genre de choses. Et cette année, mon choix s'était porté sur Enfants nazis, où le résumé nous disait « Jusqu'en 1945, leurs pères étaient des héros. Après la défaite allemande, ils sont devenus des bourreaux. Gudrun, Edda, Niklas et les autres enfants de Himmler, Göring, Hess, Frank, Bormann, Hoss, Speers ou Mengele, ces petits Allemands ont vécu la Seconde Guerre mondiale en privilégiés, entourés par des parents affectueux et tout-puissants. Pour eux, la chute du Reich a été un coup de tonnerre. Innocents et inconscients des crimes paternels, ils ont alors découvert toute l'étendue. Certains ont condamné, d'autres non, mais tous ont dû composer avec une histoire qui les dépassait et assumer un héritage familial bien trop lourd. » Voilà, le cadre clairement est posé, vous savez de quoi ça parle. Voilà, j'en avais entendu parler lors d'un documentaire, pareil, que j'avais entendu, écouté, vu, je ne sais plus trop. Voilà, il y a quelques mois. Et dans ce documentaire, donc, on évoquait ce titre-ci de Tania Krasnianski, si je le dis bien. Et voilà, il était très bien réputé. C'est à chaque fois, en fait, tous des petits chapitres. Et chaque chapitre, en fait, parle d'un des enfants en question. Et c'est toujours, pour le coup, un peu redondant, mais très bien fait. On démarre en citant le nom de l'enfant. Puis en expliquant, du coup, le lien qui est son père, pour le coup. Et parce qu'on parle à chaque fois que des pères et jamais des mamans dans ce cas-ci. Et donc, on leur explique après, quelle était sa place, quelle était sa fonction au sein du régime des nazis. Où ils habitaient, etc., comment ça tournait un petit peu. Et puis après, comme un entonnoir, du coup, on arrivait vraiment vers l'enfant concerné, comment il l'a appris, comment il a vécu, comment il a réagi, surtout par rapport à ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect de, voilà, ce passage de général où on pose le cadre à vraiment ce passage à travers les yeux de l'enfant, qu'est-ce que ça rend. Et du coup, de voir tout ce panel en fait de réactions complètement différentes. Certains vraiment ont incriminé leurs parents, ont passé le reste de leur vie juste à se battre contre, à dénoncer les vérités, etc. ont renié leur famille, leur nom, etc. Et d'autres, je repense à Gudrun justement, où lui, j'avoue qu'il m'a un peu surpris. Parce qu'il était plus dans le mode le déni, en fait je soutiens finalement ce que mon père a fait, etc. Donc ça partait vraiment dans tous les sens. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper réaliste forcément aussi, hyper enrichissant. Et en même temps, si certains m'ont vraiment interpellée, en fait pareil avec le recul, juste toutes les réactions étaient complètement humaines pour le coup. Et on le dit ici, vu le bagage en fait qu'ils avaient après sur les épaules, etc., le poids familial intergénérationnel, en fait, clairement, on ne peut pas leur reprocher leur réaction derrière, contrairement au comportement de leur père. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé voir, découvrir ces différents cas, en apprendre davantage dessus. Et tout au long de ma lecture, au final, j'étais obligée de me demander plusieurs fois, ok, et moi en fait, comment je pense que j'aurais réagi dans ce cas-là. Alors c'est clairement des hypothèses, on ne peut jamais savoir en étant à leur place, ça c'est sûr et certain. Mais vraiment, plein de fois je me suis questionnée, je me suis sentie plus proche de telle réaction plutôt qu'une autre, etc. Et donc j'ai mis mes petites hypothèses de mon côté. Mais il était vraiment très bien fait, très accessible et en même temps complet. Et pareil, l'auteur je trouve a été aussi très respectueuse dans ses propos, a été la plus neutre possible. Et ça pareil, c'est un gros point positif du coup pour ce petit bouquin. Parce que on pourrait très vite partir dans le jugement, orienter justement notre pensée, notre réaction en tout cas sur ces vies-là. Et vraiment ça a été fait avec beaucoup de respect et de neutralité et c'est suffisamment rare aujourd'hui pour être souligné parce que vraiment c'est ce dont ce livre avait besoin. Et donc j'étais très heureuse de découvrir ce point-là.
Et du coup voilà, je ne sais pas quoi dire de plus parce qu'il est quand même assez petit, il fait grosso modo 250 pages et il y a quand même pas mal d'enfants qui sont, d'histoires d'enfants qui sont expliquées dedans. Donc après je vous laisse découvrir le contenu si ça vous intéresse voilà, de chacune de ces familles, voilà, de ses destins, etc. Mais pour ma part, j'étais très heureuse vraiment de l'avoir lu, d'en avoir appris davantage, même si c'est le genre de livre que voilà, je l'ai acheté en occasion, je vais clairement le revendre, après il va pas être relu, quoi que ce soit. Mais en tout cas, il était très bien fait, donc si ça vous intéresse, en tout cas, je vous le recommande. Dans la même lignée, en fait, avant celui-là, et donc après l'énorme pavé, j'ai pris le temps aussi de ressortir de ma bibliothèque celui-ci, donc Adieu Birkenau de Ginette Kolinka, pareil j'espère bien le prononcer, qui nous disait: en avril 1944, à 19 ans, Ginette est déportée au camp d'extermination d'Auschwitz de Birkenau. Elle n'en parle pas durant 50 ans avant d'accepter d'être filmée pour la Shoah Foundation que Steven Spielberg vient de créer. À la grande surprise de la septuagénaire, les souvenirs en fille rejaillissent. Elle se lance alors à corps perdu dans le témoignage. En octobre 2020, à 95 ans, elle permet à Victor Matet et Jean-David Morvan de l'accompagner lors de ses voyages en groupe en Pologne, à l'issue duquel elle décide de ne plus jamais revenir. Dans cet album bouleversant, mis en image avec pudeur et puissance par Eva Cesc et Roger, elle fait le point sur son premier et dernier passage dans le plus grand cimetière du monde, avec ce mélange unique de force, d'humour, d'espoir qui la caractérise. Et donc voilà, clairement, à nouveau, on est, vous voyez, toujours dans le thème de cette Seconde Guerre mondiale, toujours du coup, ici, clairement, dans un récit de vie. Mais, alors, je ne vais clairement pas le critiquer, hein, qui je serais pour faire ça, honnêtement. Donc on va y aller avec des pincettes. C'est son témoignage, je n'ai rien à dire, c'est son vécu, etc. Mais dans le style, dans le genre, c'est pas forcément la première BD que je vais vous reconseiller en fait. Parce que, tout simplement, et je ne sais toujours pas dire pourquoi, ce n'est pas celle qui m'a le plus atteinte, transpercée, transcendée, etc. Lors de ma lecture, je sais pas, je suis restée un petit peu en retrait, en tout cas au niveau des émotions, par rapport voilà, à son récit. Contre voilà, d'autres que j'ai déjà lus et pour le coup là c'est 100% personnel en fait. Je sais pas si c'est vraiment les dessins alors que les tons comme les couleurs etc je dirais ils restent ternes, ils restent un peu pauvres, tristes ou quoi, mais c'est assez cohérent. J'aimais bien le dessin des visages, donc je suis pas sûre que ce soit vraiment ça. Comme on dit, en fait, il y a beaucoup de pointes d'humour, voilà, des grandes phrases pleines de sagesse, etc. Où, pareil, plusieurs, je me suis arrêtée dessus, je les ai relus, j'ai reposé la BD 2 secondes, le temps vraiment de m'en imprégner, etc. Donc, je veux dire, de son côté, le travail est largement fait, et quel travail derrière, voilà, après 50 ans de refoulement, que ça revienne et voilà d'avoir la force de retourner sur place, d'être un passeur, d'y retourner X années avec des jeunes des écoles, etc., sa famille et tout ça. Donc franchement je reste complètement admirative sur tout ce côté-là. Mais pour ma part, je sais pas, je l'ai pas ressenti aussi fort, je n'ai pas vibré aussi fort voilà, que lors d'autres lectures sur le sujet. Et j'ai pas grand chose à nouveau à dire dessus, sans vous dévoiler vraiment ce qui est hyper intéressant à certains moments, parce que voilà, ça à vous de le découvrir de votre côté. Vous connaissez l'histoire globale, j'ose imaginer, mais il y a quand même 2-3 phrases où il y a des phrases un peu plus choquantes, poignantes, interpellantes, etc. Et donc voilà, l'air de rien. Bon, je crois que je lui ai quand même mis 16 sur 20, hein, c'est pas ça. Et encore, est-ce qu'on peut vraiment coter ça, des BD comme ça? À nouveau, qui je suis pour faire ça. Mais bon, bref, comme ça vous avez une idée de mon appréciation. Juste, voilà, ça n'a pas été... je n'ai pas été émue au point que j'attendais, en comparaison avec d'autres.
Et donc voilà, mais après à côté, je vais clairement le garder dans ma bibliothèque, ce genre de livre. Une fois que je les ai, je me vois mal juste revendre ça comme un livre lambda. Je trouve ça très très précieux. Et donc j'étais très heureuse qu'on me l'ait offert, je crois pour un anniversaire ou un truc comme ça. Et du coup de l'avoir maintenant, il va y rester pendant un bon petit moment en tout cas. Et puis voilà, si vous voulez découvrir le sujet, que vous voulez découvrir ben voilà, un récit de vie par une personne qui a déjà beaucoup témoigné, donc qui a l'habitude, etc. aussi, n'hésitez pas, c'est un bon exemple parmi d'autres. Qui disait également le mois de novembre disait la sortie du tome 3 d'Absolu. Pareil, est-ce que je relis le résumé ou pas? Je pense que ça vous spoil quand même un petit peu. Et du coup, je vais juste lire une partie qui disait « Traqués comme des traîtres par leur propre nation, les anciens mobilisés se battent désespérément pour leur survie hors des griffes d'Érith. Confrontés à des horreurs qui dépassent l'imaginable et enchevêtrés dans des anciennes alliances précaires, ils cherchent à discerner la vérité du mensonge. » Et après, on parle plus ou moins d'une révolte, etc., etc. L'autant raconté, etc., etc. Et le reste, je trouve que ça spoil un petit peu trop, donc je vais pas en parler beaucoup plus. Je vous avais juste déjà dit que voilà, dans le tome 2, les héros étaient sortis donc de la zone. Alors, c'était sans doute la sortie livresque que j'attendais le plus cette année. Vraiment, le tome 1, je l'avais acheté peu de temps avant sa sortie, enfin après sa sortie, pardon. Et pareil, j'avais directement acheté le tome 2 et tout. Et j'ai directement acheté le tome 3. Et le plan, c'était, je vous avais dit, d'être à jour sur le tome 1 et 2 pour cette sortie. Je l'ai lu, alors pas directement à la sortie, vu que j'ai traîné Nevernight plus longtemps que prévu. Mais je l'ai lu très rapidement, juste après avoir, pareil, lu ma petite BD pour l'armistice. Et hop, je suis directement repassée à celui-là. Parce que c'est du coup une dystopie young adulte, c'est clairement mon genre littéraire de prédilection, je pense encore à l'heure actuelle, même si c'est devenu vachement plus rare que je lise ce genre de livre actuellement. Je suis plus partie en mode fantasy adulte ou quoi, mais vraiment, les dystopies de qualité, il en faudrait tellement plus. Et j'étais très heureuse de voir au premier tour qu'Absolu était du même niveau que celle de l'époque. Donc j'entends les Hunger Games, ils sont là. Les Hunger Games, les divergences de machin, etc. Enfin, vous connaissez. Et j'avais donc beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. J'étais persuadée d'aimer ce tome 3. Et effectivement, ça a été le cas. Alors c'est un peu touchy de vous en parler puisque c'est un tome 3 qui s'est passé beaucoup de choses jusque là et encore plus dans ce troisième tome. Donc j'ai réfléchi à ce que je peux dire ou non. Tout d'abord on suit à nouveau les différents personnages avec les différents points de vue, c'est toujours un roman choral. Et forcément j'étais beaucoup plus intéressée par le suivi de certains plutôt que d'autres, mais pas de là non plus à juste un moment passer X point de vue, pas du tout. Je voulais quand même suivre l'aventure de tout le monde, mais certains, quand je voyais leur nom apparaître en tournant à la page suivante, j'étais en genre ah je veux savoir, ça y est. Et donc il y a certains points de vue que j'attendais vraiment particulièrement. Je pense notamment, je vous avais dit, donc, à celui de Prime, à celui d'Ed. Et dans ce tome-ci, étonnamment aussi, celui de Miko, qui me parlait beaucoup plus que dans les tomes précédents. J'ai vraiment aimé son évolution. Si je peux dire. Et du coup, j'ai trouvé que ils avaient tous déjà un temps de parole, on va dire, équitable les uns par rapport aux autres. Il n'y avait pas de favoritisme ou quoi. De la part de l'auteur. C'était très bien agencé de laisser X chapitres avant de revenir à un tel, etc. Certains étaient liés, d'autres pas du tout. Ça recoupait vraiment, ça laissait l'attente d'autres encore plus prenantes, etc. J'ai trouvé que du coup leur réaction était très humaine, très réaliste. À nouveau, on est dans du young adulte et c'est pas forcément les personnages que je dirais les mieux construits de ma bibliothèque. Mais je les ai trouvés très cohérents en fait avec eux-mêmes, authentiques si je puis dire, enfin fidèles à ce qu'ils étaient.
Et ouais, c'est vraiment cohérent, je pense, le mot que je cherche à ce niveau-là. Et donc voilà, j'ai vraiment apprécié chaque personnage, même si j'en ai apprécié plus certains que d'autres forcément. Mais dans l'ensemble, il n'y en a vraiment aucun où je me suis dit qu'il y avait un truc qui pêchait ou quoi que ce soit. J'ai aimé le fait d'avoir, pareil, autant de destins différents, de manières de réagir différents. Un peu à l'idée, justement, je vous disais avec les enfants nazis. Voilà, de voir tout ce panel, en fait, c'était hyper, pareil, enrichissant pour l'histoire et l'univers. Et je ne sais plus la phrase exacte de Margot Desailles dedans, mais à un moment, elle dit que parfois, il y a des destins qui sont pires que la mort. Et elle le dit assez tôt. Je me demande si c'est même pas en genre introduction ou quoi. Et j'avais très peur pour certains de mes chouchous ou quoi. Voilà. Alors effectivement, parfois il y a eu des décès. Parfois il n'y en a pas eu. Et effectivement, c'était pas mieux. Et parfois, il y avait quand même des happy end, etc. Donc ça part vraiment dans tous les sens. Et j'ai vraiment beaucoup aimé en fait cette conclusion. J'ai aimé cette proposition, on va dire ça comme ça, même si parfois j'étais très frustrée, si parfois j'étais triste ou quoi que ce soit. Je trouve que c'était voilà, une très 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 belle fin pour chacun d'entre eux, pour le fonctionnement, etc. Et au-delà de ça, forcément, avant d'y arriver, il se passe 20 000 trucs. Péripéties sur péripéties, ça n'arrête pas une seconde, on n'a pas le temps de souffler. Le final, pareil, voilà. Toutes ces choses-là, ou même je me demande un petit peu comment allait finir même Hérite, ce pays, ce fonctionnement, etc. C'est une dystopie, donc il y a un moment ça s'écroule, et juste de voir un petit peu comment ça va se passer, à quel moment, est-ce qu'il va y avoir un truc derrière qui prend le relais ou quoi que ce soit, enfin toutes ces questions-là propres vraiment du coup à la dystopie pour le coup. Et du coup voilà. J'avais commencé à dire un truc, mais il faut que je le garde pour moi. Et je ne sais pas quoi dire de plus du coup dessus. Si ce n'est que, voilà, juste s'il y a une dystopie récente que je vous conseille, c'est Absolu. Je rejoins franchement les retours, je pense unanimes. Je pense pas avoir vu un retour négatif pour l'instant sur cette saga. Et pourtant j'ai eu beaucoup de retours dessus. Et vraiment, Margot Desailles savait où elle allait avec chacun. C'était cohérent. Il y avait parfois... voilà, des éléments qui me paraissaient évidents, d'autres qui m'ont vraiment surprise. Et puis parfois j'avais compris par après, du coup, quelques indices qui avaient été disséminés. Puis parfois ça prenait vraiment sens de se dire, ok, mais en fait depuis le début, pareil, c'était ça quoi. Donc voilà, c'était vraiment très très bien écrit, très très bien développé, très très bien amené, tout ce que vous voulez. Je n'ai que des qualités à lui dire. Je suis un petit peu triste de quitter certains persos, même si... je n'ai pas eu de coup de cœur à proprement parler sur certains, comparé à Hunger Games par exemple, voilà. Mais voilà, peut-être que si j'avais lu un peu plus jeune, peut-être qu'à ce moment-là, voilà, j'aurais vibré encore davantage. Mais dans tous les cas, j'étais ravie de découvrir cette saga. Et je suis ravie, pareil, de l'avoir terminée avant d'avoir un bébé. Et voilà, d'avoir vraiment pu clôturer tout ça de A à Z, voilà, de prendre le temps de lire, de découvrir, etc. Et voilà, et eux par contre pour le coup ils vont rester un bon moment dans ma bibliothèque, c'est rare, j'ai pas beaucoup de livres de chez Big Bang, mais ceux-là ils vont rester vraiment un moment parce que je les mets vraiment au même niveau que les meilleures dystopies que j'ai lues, et du coup je vous le recommande très 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 chaudement si vous n'avez toujours pas commencé. Et alors le dernier livre dont je dois vous parler pour ce mois de novembre, c'est celui-ci, donc Le Chuchoteur de Donato Carrisi, dont le résumé nous disait « 5 petites filles ont disparu. 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. Depuis le début de l'enquête, le criminologue Goran Gavila et son équipe ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre les oriente vers un assassin différent. Lorsqu'ils découvrent un 6e bras appartenant à une victime inconnue, ils appellent en renfort Mila Vasquez, une experte en affaires d'enlèvement. Dans le huis clos d'un appartement, Gavila et ses agents vont échauffer une théorie à laquelle nul ne veut croire. Un époustouflant thriller littéraire inspiré de faits réels. Pareil, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que ça faisait des années, mais des années sans mentir, qu'il était dans ma wishlist parce que
le titre revenait tout le temps dans les recommandations de quel thriller lire, dans les meilleurs thrillers des minautés, etc. etc. C'était toute une série, ici je pense qu'on est au tome 1, je pense qu'on peut les lire plus ou moins séparément, etc. Mais vraiment ça faisait très longtemps qu'ils étaient dans ma wishlist, et à un moment, quand j'ai fait un peu le bilan de quel livre je veux pareil être sûre d'avoir lu tant que j'ai encore un bon rythme de lecture à l'année ou ce genre de choses, je me suis dit comment ça se fait qu'il n'y ait pas encore passé. Puis ça parlait de petits bébés démembrés, donc je me suis dit peut-être qu'une fois que je serai maman, ça ne passera plus au niveau des lectures, que je serai devenue trop sensible de ce côté-là. Et du coup c'était clairement devenu son moment. Et donc j'ai terminé mon mois de novembre, enfin mon Pumpkin Autumn Challenge en fait, avec du coup cette lecture qui pareil, l'air de rien, fait quasiment 600 pages. Mais franchement je les ai pas vues défiler. Pour le coup, pourtant pareil il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. Et pourtant il a réussi à me captiver, je l'ai lu vraiment d'une traite, j'avais hâte d'y retourner, etc. Et je pense, pareil honnêtement, que c'est un des meilleurs thrillers que j'ai lu à ce jour. Alors je pense que mon chouchou restera définitivement Puzzle de Franck Tillier. Mais je crois que je le mets en deuxième honnêtement. Parce que j'ai pas vu la fin venir, et pourtant oui il faut creuser beaucoup, mais c'est pas non plus que ça tombe de nulle part. Donato Carissi ici m'a mené dans 10 000 chemins, et pour le coup il m'a eu, et c'est tellement rare que que je suis comme ça aveuglément pendant que je lis des thrillers. D'habitude mon cerveau fait 20 000 hypothèses, il trouve très rapidement ce genre de choses. Ici il en a fait, mais il a quand même pas trouvé. Donc je suis très contente, et c'est pour ça, vraiment pour cette raison, que je vous le recommande aujourd'hui. Où vraiment juste la plume m'a tellement baladée en fait, et c'était très bien écrit, il y avait une ambiance, j'aurais du mal à vous la décrire, mais pareil, qui était très crédible derrière. Il y avait des réactions des personnages, aussi bien de Mila que de Goran et tout, qui pareil étaient hyper plausibles. On voit que visiblement s'inspirer de faits réels. J'ai pas été revoir quel fait en question, mais qu'il y avait une base vraiment pareil assez solide, qu'il y avait une partie vraiment assez documentée de comment ça se passait, différentes étapes, etc. De la part de l'auteur aussi. Donc vraiment c'était un thriller, j'ai envie de dire, très qualitatif en fait, et que je vais garder dans ma bibliothèque pareil pour un petit moment, le reprêter à des copines ou quoi entre deux si j'en ai l'occasion, et en tout cas le recommander comme je le fais maintenant chaudement. Et et que dire à part ça, c'est toujours la question avec les thrillers. Je pense que non, vraiment ce qui m'a marqué, c'est toutes les étapes par lesquelles on est passé avant de découvrir vraiment la vérité, le final, et où chaque, et ça je pense que je peux le dire, en fait où chaque cadavre qu'on découvre amène un nouveau suspect et amène une nouvelle histoire sordide derrière qui est liée du coup à cette enquête-ci. Et du coup, juste de petite fille en petite fille, c'est assez rare pour un thriller, l'univers se développait mais d'une façon, avec pareil toute une partie de thématique, forcément tout ce qui est meurtre, tout ce qui est enfant, mais des trucs de violence, des trucs de pédophilie qu'on pourrait avoir derrière, il y a pas de, je pense pas qu'il y ait des triggers warning vraiment au début ou quoi. De toute façon moi en général je les lis pas, je suis pas team, je vérifie avant, mais il y a vraiment beaucoup de thèmes en fait qu'on peut facilement lier au thriller, qui étaient repris dedans et qui étaient très bien amenés en fait à chaque fois par petite fille, par suspect, etc. Et c'était de plus en plus enrichissant, de plus en plus dense, de plus en plus juste prise de tête. Et du coup voilà, donc plus ma lecture avançait et plus je l'aimais. Et ouais, la fin m'a mis la petite claque pour terminer le petit coup dans le genou là. Et vraiment juste j'applaudis franchement le récit, le génie qu'il y avait derrière. Et du coup je vous le recommande chaudement. Je comprends maintenant pourquoi il avait de telles notes, etc. Et je suis très heureuse franchement de l'avoir enfin sorti de cette wishlist, de cette bibliothèque, etc. Parce que vraiment il le méritait.
Et je galère d'habitude à trouver vraiment des thrillers de ce niveau-là. Donc pareil, si vous avez des thrillers phares qui vous ont retourné le cerveau, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, en suggestion. Je serai très très heureuse. et en tout cas voilà, donc j'ai clôturé ce Pumpkin par un dernier thriller. Et ça m'a, pareil, complètement ravie de chez ravie. Et voilà, c'est, je vais dire déjà tout, mais je pense que ça fait un petit moment que je parle l'air de rien. Du coup, pour ce mois, il n'y avait que 5 lectures, mais dont une énorme cavalier 2-3, une petite BD dans le tas comme d'habitude, etc. Au final, je suis relativement satisfaite, vu que c'était de très bonnes lectures, hein, honnêtement, franchement, dans des genres très différents. Mais j'ai aimé chacune d'entre elles. C'était vraiment à chaque fois des récits de qualité. Donc franchement, bon mois, même si ça m'a demandé tellement, je vous disais, d'efforts, de concentration, de temps de lecture supplémentaire à mettre en place aussi, parce que je lisais, mais vraiment à du 2 à l'heure. Je crois que je lisais parfois 15-20 pages par heure, juste cerveau embouilli. Et donc là, je suis pas plus mécontente que ce Pumpkin soit terminé, que toute cette lecture, toute cette saga, etc. soit clôturée aussi, et que juste là, je peux passer, du coup, vous avez vu au Cold Winter, qu'on est au mois de décembre, et de juste pouvoir passer à toutes ces lectures absolument simples, faciles, des romances de Noël, de pas prise de tête, de ces écrits en genre caractère 16, etc. Et que juste je peux... C'est bon, c'est fait, les gros trucs pareil de fantasy, de machin, il faut suivre, il faut nanana. Juste, c'est bon, Lise, t'as fait ta part. Et juste maintenant, c'est cool, relax, chill et tout, machin, détente. C'est ce dont j'ai besoin actuellement. et donc voilà, j'aurais été très frustrée de ne pas terminer toutes ces lectures-ci. De ne pas clôturer. Mais du coup, maintenant, je suis quand même contente de juste pouvoir prendre des petits one-shots par-ci, par-là, machin, nanana. Et voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. Du coup, je vais vous faire plein de bisous jusqu'aux prochaines vidéos, au prochain bilan forcément de décembre et les autres vidéos à thème ou quoi qu'il y aura d'ici là. Et je vous souhaite d'excellentes lectures pour cette fin d'année. En espérant pareil que vous aurez le temps de juste lire pareil les derniers livres comme moi que vous voulez absolument lire cette année. Parfois on se fait ces petits challenges là de 12 mois, 12 livres. Cette année je termine toutes ces sagas là absolument ou genre de choses. Et donc voilà, donc je vous souhaite de réussir votre challenge de votre côté et je vous fais plein de bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Du coup, bye bye.